L'argent occupe une place centrale dans nos vies. Pourtant, peu apprennent réellement à le comprendre. Dans cette vidéo, Puissants livres oubliés vous propose une plongée lucide dans Finances personnelles d'Edward Bock, un ouvrage intemporel qui montre que la stabilité financière commence bien avant les chiffres. Bock ne parle pas seulement d'épargne ou de dépenses, mais de discipline, de caractère et de responsabilité individuelle. À travers ce livre, nous découvrons que la manière dont nous gérons l'argent révèle notre rapport au temps, à l'effort et à la dignité. Comprendre ses finances, ici, devient un acte de conscience et de liberté. Introduction. L'argent révèle l'homme avant de le servir. Cette vérité dérangeante traverse tout le livre d'Edward Bock et mérite d'être posée dès le début, sans détour. Les difficultés financières ne sont presque jamais uniquement une affaire de revenus insuffisants ou de circonstances malheureuses. Elles sont bien plus souvent le reflet d'habitudes invisibles, de choix répétés, de rapports inconscients au temps, à l'effort et à la responsabilité. L'argent agit comme un révélateur silencieux. Il amplifie ce que nous sommes déjà. Chez l'homme discipliné, il devient un outil de stabilité et de liberté. Chez l'homme désordonné, il accentue la confusion, l'angoisse et la dépendance. Edward Bock insiste sur ce point fondamental. L'argent ne transforme pas le caractère, il le met en lumière. Dans nos sociétés modernes, l'argent est souvent perçu comme une fin, un symbole de réussite ou un refuge contre l'insécurité. Pourtant, Bock nous invite à inverser le regard. L'argent n'est pas un but, mais une conséquence. Il est le résultat visible d'attitudes invisibles, la régularité, la prévoyance, la modération, l'honnêteté envers soi-même. Là où beaucoup cherchent des solutions rapides, des gains immédiats ou des raccourcis financiers, Bock rappelle que la vraie stabilité se construit lentement, presque silencieusement, par des gestes simples répétés avec constance. Ce sont rarement les grandes décisions spectaculaires qui ruinent une vie financière, mais les petites négligences quotidiennes, acceptées parce qu'elles semblent insignifiantes. Edward Bock présente l'argent comme une véritable école de responsabilité personnelle. Apprendre à gérer ses finances, ce n'est pas seulement apprendre à compter, c'est apprendre à se gouverner. Chaque dépense révèle une priorité. Chaque dette traduit une anticipation ou une fuite. Chaque économie exprime une vision du futur. Ainsi, la gestion financière devient un exercice moral avant d'être technique. Elle oblige à se confronter à ses impulsions, à ses peurs et à ses illusions. Bock ne condamne pas l'erreur, mais il condamne l'irresponsabilité persistante, celle qui refuse d'apprendre et de corriger. L'une des prises de conscience les plus fortes que propose ce livre est la suivante. La liberté financière commence par la maîtrise intérieure. Tant que l'homme est dominé par ses désirs immédiats, par la pression sociale ou par l'angoisse du manque, l'argent le gouverne. Lorsqu'il apprend à différer, à prévoir, à choisir avec discernement, l'argent retrouve sa juste place, celle d'un outil au service de la vie et non d'un maître invisible. Cette idée est profondément actuelle, à une époque où le crédit facile, la consommation rapide et la comparaison permanente fragilisent des millions de vies. Edward Bock nous pousse enfin à une réflexion plus large. Gérer son argent, c'est apprendre à se respecter. C'est reconnaître la valeur de son travail, la fragilité de l'avenir et la responsabilité que l'on porte envers soi-même et les autres. L'argent devient alors un terrain d'apprentissage, parfois exigeant, mais profondément formateur. Comprendre cela, dès l'ouverture de ce livre, c'est déjà faire un pas décisif, celui qui consiste à reprendre le pouvoir sur ses choix et donc sur sa vie. Leçon 1. L'argent comme miroir du caractère. Edward Bock pose une idée centrale,
parfois inconfortable, mais profondément libératrice. La manière dont un homme gère son argent révèle son caractère bien avant de révéler sa richesse. L'argent n'est pas un simple outil neutre qui circule indépendamment de l'homme, il devient le prolongement visible de ses habitudes invisibles. À travers la gestion financière se manifeste le rapport au temps, à l'effort, à la vérité et à la responsabilité. Bock insiste sur un point fondamental. L'argent ne crée pas les défauts, il les met en lumière. Il agit comme un miroir silencieux qui reflète l'ordre ou le désordre intérieur. Lorsqu'un individu vit dans une confusion financière permanente, ce désordre n'apparaît pas par hasard. Il est rarement causé uniquement par un manque de revenus. Bien souvent, il est le résultat d'un manque de clarté intérieure, absence de priorité, difficulté à différer le plaisir, refus de regarder la réalité en face. Bock observe que l'homme qui fuit ses comptes fuit souvent d'autres responsabilités. L'homme qui ne sait pas où va son argent ignore souvent où va sa vie. Ainsi, le désordre financier devient un symptôme, non une cause isolée. Il signale une relation déséquilibrée avec soi-même, avec le temps et avec l'effort. La discipline occupe une place centrale dans cette réflexion, non pas une discipline dure ou punitive, mais une discipline lucide, volontaire et respectueuse. Pour Edward Bock, la discipline financière n'est pas un sacrifice imposé, c'est une forme de maturité. Elle consiste à faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne regarde. Noter ses dépenses, respecter ses limites, préparer l'avenir sans céder à l'angoisse. Cette discipline révèle un caractère capable de constance, capable de tenir ses engagements envers lui-même. Là où beaucoup cherchent des solutions spectaculaires, Bock rappelle que la stabilité naît de gestes simples répétés avec fidélité. L'honnêteté est un autre pilier fondamental. Être honnête avec son argent, c'est d'abord être honnête avec soi-même. Cela implique de reconnaître ses erreurs, de regarder ses chiffres sans se mentir, de ne pas se cacher derrière des excuses ou des justifications permanentes. Bock observe que de nombreux individus vivent dans une illusion financière. Ils savent confusément que quelque chose ne va pas, mais refusent d'affronter la vérité par peur ou par orgueil. Pourtant, cette fuite ne fait qu'aggraver la situation. L'honnêteté financière, même lorsqu'elle est douloureuse, devient un acte de libération. Elle marque le moment où l'homme cesse de se tromper lui-même. La constance, enfin, distingue ceux qui construisent une stabilité durable de ceux qui oscillent sans cesse entre espoir et découragement. Edward Bock insiste sur le fait que l'argent récompense rarement les efforts intermittents. Une bonne décision prise une fois ne suffit pas. C'est la répétition cohérente de décisions raisonnables qui transforme une situation financière. Cette constance révèle un caractère patient, capable de comprendre que les fruits visibles arrivent toujours après le travail invisible. Celui qui change constamment de méthode, de promesses ou d'objectifs financiers révèle souvent une agitation intérieure, une incapacité à s'inscrire dans le temps long. Bock renverse également une idée très répandue, l'argent ne corrompt pas l'homme, il le dévoile. Lorsqu'un individu malhonnête acquiert de l'argent, son manque d'intégrité devient simplement plus visible. Lorsqu'un individu discipliné en acquiert, sa stabilité s'accroît. Ainsi, l'argent agit comme un amplificateur, il rend manifestes les qualités et les failles déjà présentes. Cette vision libère l'argent de son statut de bouc émissaire. Ce n'est pas l'argent qui détruit les hommes, mais l'absence de caractère face à lui. Comprendre cela change profondément la manière d'aborder les finances personnelles. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre des techniques, mais de cultiver des qualités intérieures. Bock montre que la véritable sécurité financière repose moins sur le montant que l'on possède que sur la personne que l'on devient.
Un homme ordonné intérieurement saura toujours s'adapter, reconstruire, corriger. Un homme désordonné, même entouré d'abondance, vivra dans l'instabilité et la peur de perdre. Le rapport au temps est également central dans cette analyse. Gérer son argent, c'est dialoguer avec le futur. Celui qui dépense sans prévoir révèle une difficulté à se projeter, voire une méfiance envers l'avenir. Celui qui épargne avec mesure exprime une forme de respect envers le temps qui vient. Edward Bock ne glorifie pas l'accumulation, mais la prévoyance. Il voit dans la capacité à penser demain un signe de maturité psychologique et morale. Là encore, l'argent devient un langage. Il parle de patience, de vision et de responsabilité. Ainsi, l'argent devient un terrain d'entraînement du caractère. Chaque décision financière, même modeste, participe à la construction intérieure. Apprendre à dire non à certaines dépenses, à respecter une limite, à corriger une erreur, forge une autorité intérieure qui dépasse largement le cadre financier. Bock suggère que cette autorité se diffuse ensuite dans les autres domaines de la vie, travail, relations, engagement. Celui qui se gouverne financièrement apprend progressivement à se gouverner tout court. Le message clé de cet axe s'impose alors avec force. On ne peut pas construire une stabilité extérieure sans ordre intérieur. Chercher à résoudre les problèmes d'argent sans transformer les habitudes profondes revient à réparer une façade sans consolider les fondations. Edward Bock invite à une révolution silencieuse, commencer par soi, par ses choix quotidiens, par une discipline honnête et constante. L'argent cesse alors d'être une source de honte ou d'angoisse, pour devenir un indicateur précieux de croissance personnelle. En comprenant l'argent comme miroir du caractère, l'homme cesse de le subir et commence à s'y révéler. Leçon 2. Dépenser, c'est choisir qui l'on devient. Dans Finances personnelles, Edward Bock invite à regarder l'acte de dépense non comme un geste banal ou mécanique, mais comme un acte profondément identitaire. Dépenser n'est jamais neutre. Derrière chaque pièce donnée, chaque billet utilisé, chaque transaction validée, se cache une décision intérieure qui dépasse largement l'objet acheté. Bock montre que l'argent quitte rarement nos mains par hasard. Il suit nos valeurs, nos peurs, nos désirs et parfois nos faiblesses. Comprendre la dépense, c'est donc comprendre l'homme qui dépense. Cette leçon révèle que chaque achat est une orientation silencieuse de la personnalité, une affirmation de ce que l'on privilégie, de ce que l'on fuit et de ce que l'on nourrit en soi. L'analyse profonde de l'acte de dépense commence par une distinction essentielle. Pourquoi dépensons-nous réellement? Rarement pour la simple utilité de l'objet. Bien souvent, la dépense répond à une tension intérieure. Elle devient une réponse émotionnelle avant d'être une réponse pratique. Edward Bock observe que l'homme moderne dépense pour soulager une fatigue, masquer une insécurité, acheter une appartenance ou calmer une frustration. Dans ces conditions, l'argent cesse d'être un outil et devient un anesthésiant. Le problème n'est pas la dépense en elle-même, mais la confusion entre le besoin réel et le besoin ressenti. Là où le besoin est limité et précis, le désir émotionnel est infini et instable. Dépenser par besoin est un acte simple, presque sain. Il répond à une réalité concrète. Se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, se déplacer. Mais même dans ces besoins fondamentaux, Bock remarque que l'excès s'infiltre facilement. Le besoin devient prétexte à l'exagération, à la surconsommation, à la justification morale de dépenses qui dépassent la nécessité. Ce glissement révèle déjà une difficulté à poser des limites. L'homme qui ne sait pas définir ce qui est suffisant aura toujours l'impression de manquer, même dans l'abondance. Ainsi, le besoin mal compris devient la porte d'entrée d'un déséquilibre plus profond.
Dépenser par pression sociale est encore plus révélateur. Edward Bock analyse avec lucidité la force du regard des autres dans nos choix financiers. Beaucoup d'individus n'achètent pas pour eux-mêmes, mais pour être vus, validés, respectés ou enviés. L'argent devient alors un langage social, parfois un cri silencieux qui dit « Regardez-moi, j'existe, je mérite ma place ». Cette dépense-là est rarement consciente. Elle se déguise en choix personnel alors qu'elle obéit à des normes implicites, à des comparaisons constantes, à la peur d'être inférieure. Vivre ainsi, c'est déléguer son identité au jugement extérieur. Bock y voit une forme de servitude moderne, où l'homme travaille pour financer une image plutôt qu'une vie. Dépenser par faiblesse émotionnelle est peut-être la forme la plus subtile et la plus dangereuse. Ici, la dépense devient une compensation. On achète pour combler un vide, pour se récompenser d'une frustration, pour oublier une blessure, pour apaiser une anxiété. L'objet acheté importe peu. Ce qui compte, c'est la sensation temporaire de soulagement. Edward Bock souligne que cette illusion est courte. Le plaisir immédiat s'éteint rapidement, laissant place à une culpabilité silencieuse, parfois à un sentiment de honte. L'homme entre alors dans un cycle répétitif, tension, dépense, soulagement, regret. Ce cycle ne construit rien, il épuise. C'est ici que Bock démonte l'illusion du confort immédiat. Le confort promis par certaines dépenses est réel, mais fugace. Il donne l'impression d'une amélioration de la vie alors qu'il ne fait que suspendre l'inconfort intérieur pour un instant. L'erreur fondamentale consiste à confondre confort et stabilité. Le confort est un état passager, dépendant de conditions extérieures. La stabilité est une construction intérieure, lente, parfois exigeante. Edward Bock insiste sur le fait que la recherche obsessionnelle du confort affaiblit le caractère. Elle rend l'homme impatient, dépendant et vulnérable aux tentations. À force de vouloir éviter toute gêne, l'individu perd sa capacité à supporter l'effort et la frustration, deux qualités pourtant essentielles à toute croissance durable. La distinction entre vivre au-dessus de ses moyens et vivre en dessous de sa conscience constitue l'un des passages les plus profonds de cette leçon. Vivre au-dessus de ses moyens est un concept connu. Dépenser plus que ce que l'on gagne, s'endetter sans stratégie, repousser les conséquences à plus tard. Mais vivre en dessous de sa conscience est plus subtil et plus grave. Cela signifie dépenser en contradiction avec ses valeurs profondes, ses objectifs réels, son sens moral. Un homme peut vivre dans ses moyens financiers tout en vivant en dessous de sa conscience. Il peut se permettre certaines dépenses, mais sentir intérieurement qu'elles l'éloignent de ce qu'il veut devenir. Edward Bock montre que cette dissonance intérieure est une source majeure de malaise et d'insatisfaction durable. Chaque dépense devient alors un choix existentiel, non pas parce qu'elle est grande ou spectaculaire, mais parce qu'elle est répétée. Les petites dépenses quotidiennes façonnent progressivement le caractère. Elles entraînent l'esprit à dire oui ou non, à différer ou céder, à penser ou à réagir. Bock insiste sur ce point. Le caractère se forme dans les gestes ordinaires, pas dans les décisions exceptionnelles. Acheter sans réfléchir entraîne l'esprit à l'impulsivité. Dépenser avec conscience entraîne l'esprit à la maîtrise. Ainsi, l'argent devient un terrain d'éducation morale. Edward Bock va plus loin et affirme que chaque dépense est un vote pour une version de soi. Cette idée, simple en apparence, est d'une profondeur remarquable. À chaque fois que l'on dépense, on renforce une identité, soit celle de l'homme discipliné, conscient, orienté vers le long terme, soit celle de l'homme réactif, influençable, tourné vers le plaisir immédiat. Aucun vote n'est isolé. Les choix s'additionnent, se renforcent, se normalisent.
Ce que l'on fait aujourd'hui devient plus facile demain. Ce que l'on tolère une fois devient une habitude. Ainsi, l'argent ne transforme pas soudainement l'homme, il l'entraîne doucement dans une direction. Dans cette perspective, Bock invite à réhabiliter la conscience dans l'acte de dépenser, non pas pour culpabiliser, mais pour éclairer. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation ou la peur de dépenser, mais dans la lucidité. Posez une question simple avant chaque dépense. Est-ce que ce choix me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Cette question change tout. Elle replace l'homme au centre de la décision. Elle transforme l'argent en outil de cohérence plutôt qu'en source de conflit intérieur. La dépense consciente exige du courage. Le courage de dire non là où la société encourage le oui. Le courage d'assumer un rythme différent, parfois plus lent, parfois moins spectaculaire. Edward Bock reconnaît que ce choix peut isoler, au moins temporairement. Mais il souligne que cette solitude apparente est souvent le prix de l'indépendance intérieure. L'homme qui dépense selon sa conscience gagne quelque chose de précieux, le respect de lui-même. Ce respect devient une richesse invisible mais inébranlable. Cette leçon montre que la gestion financière est une école de liberté intérieure. Chaque dépense peut être un acte de soumission ou un acte de souveraineté personnelle. L'argent cesse alors d'être un simple moyen d'achat pour devenir un instrument de formation du caractère. Celui qui comprend cela ne regarde plus jamais ses dépenses de la même manière. Il comprend que, jour après jour, à travers des choix apparemment ordinaires, il écrit silencieusement l'histoire de l'homme qu'il est en train de devenir. Leçon 3. L'épargne comme respect de l'avenir. Dans Finances personnelles, Edward Bock consacre une réflexion d'une profondeur rare à ce que beaucoup considèrent comme un simple geste technique, mettre de l'argent de côté. Pour lui, l'épargne n'est ni un réflexe comptable, ni une obsession d'accumulation. Elle est un acte moral, presque philosophique. Cette leçon renverse une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle épargner serait une privation, une vie diminuée, une frustration volontaire. Bock démontre au contraire que l'épargne est l'une des formes les plus discrètes mais les plus puissantes de dignité humaine, car elle exprime le respect que l'on accorde à son futur soi. L'image négative de l'épargne provient d'une incompréhension fondamentale. Beaucoup voient dans l'épargne une négation du présent, comme si mettre de côté revenait à se refuser le droit de vivre. Edward Bock observe que cette vision est souvent défendue par ceux qui confondent jouissance et liberté. Or, la jouissance immédiate n'est pas la liberté, elle en est parfois l'ennemi. L'homme qui consomme tout ce qu'il gagne se croit libre, mais il devient en réalité dépendant de chaque revenu futur. Il échange une satisfaction instantanée contre une vulnérabilité durable. L'épargne, loin d'appauvrir la vie, lui donne de la profondeur et de la continuité. Épargner n'est pas se priver, c'est se protéger. Cette phrase résume l'essence de la pensée de Bock. Se protéger contre quoi? Contre l'imprévu d'abord. La vie n'est jamais parfaitement stable. Maladie, perte d'emploi, crise économique, responsabilité soudaine. L'existence humaine est traversée d'événements que la volonté ne peut contrôler. Celui qui n'a aucune réserve affronte ces épreuves dans l'urgence et la peur. Celui qui a épargné affronte la même réalité avec un minimum de sérénité. L'épargne ne supprime pas la difficulté, mais elle empêche la panique. Et la panique est souvent plus destructrice que le problème lui-même. Edward Bock insiste sur un point essentiel. L'épargne est un dialogue entre le présent et l'avenir. Lorsque l'on met de côté une partie de ses ressources, on reconnaît implicitement que le futur existe et qu'il mérite considération. Beaucoup d'hommes vivent comme si demain était abstrait, lointain, presque irréel. Ils privilégient l'instant parce qu'il est tangible.
Bock voit dans cette attitude une forme d'immaturité financière, mais aussi psychologique. Respecter son futur soi, c'est accepter que l'on ne vit pas uniquement pour aujourd'hui. C'est reconnaître une continuité de l'identité à travers le temps. Le respect du futur soi est l'un des concepts les plus puissants développés par Bock. Il pose une question simple mais dérangeante. Comment traitons-nous l'homme que nous serons dans 5, 10 ou 20 ans? L'épargne est une réponse concrète à cette question. Mettre de l'argent de côté, c'est dire à son futur soi « Je n'ai pas tout sacrifié pour mon confort immédiat. Je t'ai laissé des moyens, une marge, une respiration. » À l'inverse, vivre sans réserve revient souvent à transmettre au futur soi un fardeau, dette, stress, dépendance, regret. L'épargne devient alors un acte de responsabilité intertemporelle. Bock observe que les peuples, comme les individus, qui vivent sans réserve, vivent dans une peur permanente, même lorsqu'ils ne la formulent pas consciemment. Cette peur peut prendre des formes diverses: anxiété diffuse, agressivité, jalousie sociale, obsession du gain rapide. Lorsqu'il n'existe aucun coussin de sécurité, chaque imprévu devient une menace existentielle. L'homme sans épargne est contraint de réagir plutôt que de choisir. Il accepte parfois des conditions indignes, des compromis contraires à ses valeurs, simplement pour survivre. Ainsi, l'absence d'épargne ne touche pas seulement le confort matériel, elle affecte la liberté morale. Édouard Bock va plus loin et montre que l'épargne structure le rapport au temps. Celui qui n'épargne pas est prisonnier du court terme. Il pense en jours, parfois en heures. Celui qui épargne commence à penser en mois, en années. Cette différence de temporalité change profondément la manière de prendre des décisions. Le long terme invite à la patience, à la stratégie, à la réflexion. Le court terme impose l'urgence, la précipitation, l'émotion. L'épargne n'est donc pas seulement une question d'argent, mais une école de vision. Renverser l'image de l'épargne comme privation, c'est aussi comprendre que toute vie implique des choix. Ne pas épargner est également un choix, même s'il se présente comme une absence de contrainte. Edward Bock souligne que la vraie question n'est pas « vais-je me priver ?», mais « de quoi vais-je me priver ?» Celui qui consomme tout se prive de sécurité, de marge de manœuvre, de tranquillité d'esprit. Celui qui épargne se prive peut-être de certains plaisirs immédiats, mais il gagne une stabilité profonde. Chaque option a un coût. La différence réside dans la nature de ce coût et dans le moment où il se manifeste. Bock insiste sur le caractère silencieux de l'épargne. Contrairement à la consommation, elle ne se voit pas. Elle ne suscite ni admiration ni reconnaissance sociale immédiate. Elle n'offre pas de gratification visible. C'est précisément ce qui en fait un acte de dignité. Épargner, c'est agir sans public, sans applaudissements, pour un bien futur qui ne sera peut-être apprécié que plus tard. Dans un monde obsédé par l'apparence et l'instantané, cette discrétion est une forme de force intérieure. L'épargne développe également une relation saine à l'effort. Edward Bock observe que l'argent épargné est rarement perçu comme banal. Il représente du temps, de l'énergie, parfois des sacrifices conscients. Cette perception renforce le respect de ce que l'on possède. L'homme qui épargne apprend à distinguer l'essentiel du superflu. Il ne gaspille pas par négligence, non par peur, mais par lucidité. Cette relation mesurée à l'argent protège contre les excès de la consommation compulsive. Pourquoi les peuples sans réserve vivent-ils dans la peur permanente? Bock répond que l'absence de réserve crée une culture de la survie. Lorsque tout est consommé immédiatement, il n'existe plus de filet de sécurité collectif ou individuel. La société devient alors plus dure, plus méfiante, plus agressive. Chacun lutte pour le présent, sans capacité de projection. À l'inverse, l'épargne, même modeste,
introduit une notion de stabilité qui apaise les comportements. Elle permet de penser, de planifier, de coopérer. Edward Bock met également en garde contre une confusion. Épargner n'est pas accumuler sans but. L'épargne saine n'est pas l'avarice. Elle n'est pas motivée par la peur de manquer à tout prix, mais par le respect de l'équilibre. L'avarice enferme, l'épargne libère. L'une empêche de vivre, l'autre permet de choisir quand et comment vivre. Cette nuance est essentielle. Bock ne prône pas une vie de restriction permanente, mais une vie de maîtrise consciente. L'épargne comme acte de dignité silencieuse prend tout son sens lorsque l'on comprend qu'elle renforce l'autonomie. Celui qui possède une réserve peut dire non. Non à un emploi indigne, non à une pression injuste, non à une dépendance humiliante. Cette capacité à refuser est l'une des formes les plus concrètes de liberté. Elle ne vient pas des discours, mais des choix répétés et patients du passé. L'épargne est ainsi une force accumulée dans le temps. Edward Bock insiste enfin sur la dimension éducative de l'épargne. Elle apprend à différer la gratification, une compétence essentielle dans tous les domaines de la vie. Celui qui sait attendre pour dépenser apprend aussi à attendre pour parler, pour agir, pour décider. Cette maîtrise de soi dépasse largement la sphère financière. Elle façonne un caractère stable, fiable, respecté. L'épargne devient alors un entraînement quotidien à la sagesse pratique. Cette leçon montre que l'épargne n'est ni une contrainte triste ni une vertu austère. Elle est un acte de confiance envers la vie et envers soi-même. Elle dit « Je crois que demain mérite d'être préparé ». Elle affirme que l'homme n'est pas seulement un consommateur du présent, mais un bâtisseur du futur. Edward Bock nous rappelle que la vraie richesse commence souvent par un geste modeste, répété, presque invisible, mais chargé de sens. Épargner, c'est honorer l'avenir sans mépriser le présent, et c'est peut-être là l'une des formes les plus nobles de maturité humaine. Leçon 4. La dette, dépendance moderne invisible. La dette est devenue l'une des réalités les plus banales de la vie moderne, au point que beaucoup ne la perçoivent plus comme une anomalie, mais comme une condition normale de l'existence. Edward Bock aborde cette question sans moralisme, mais avec une lucidité implacable. Il ne condamne pas l'homme endetté, il interroge le système intérieur et culturel qui rend la dette acceptable, parfois même désirable. La dette n'est pas seulement un mécanisme financier, elle est une relation psychologique avec le futur. Contracter une dette, c'est promettre à demain ce que l'on ne possède pas aujourd'hui, c'est hypothéquer un temps qui n'a pas encore été vécu. Là réside son pouvoir invisible. Elle agit moins sur le présent que sur l'avenir, et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse pour la liberté humaine. Dans une société où l'immédiateté est glorifiée, la dette devient l'outil parfait pour satisfaire des désirs instantanés sans attendre la maturité des moyens. Bock observe que l'homme moderne est encouragé à vivre avant d'avoir construit, à consommer avant d'avoir produit, à jouir avant d'avoir consolidé. Cette inversion des étapes naturelles crée une dépendance silencieuse. La dette promet un confort immédiat, mais elle installe une pression constante. Elle transforme chaque jour futur en obligation, chaque effort à venir en remboursement anticipé. L'homme ne travaille plus seulement pour vivre. Il travaille pour honorer des promesses passées. Ainsi, la dette n'enchaîne pas seulement les revenus, elle enchaîne l'esprit. Edward Bock insiste sur un point fondamental. La dette modifie le rapport d'un individu à son propre temps. Lorsqu'un homme est libre financièrement, son futur est ouvert, malléable, encore disponible à ses choix. Lorsqu'il est endetté, ce futur est déjà partiellement occupé, assigné, capturé. Chaque décision devient conditionnée par une échéance,
chaque imprévu devient une menace. La dette crée une anxiété diffuse, parfois imperceptible, mais constante. Même lorsque l'endettement semble maîtrisé, il installe une tension intérieure qui empêche la pleine sérénité. L'homme vit sous la pression de demain, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il a cédé une part de sa souveraineté. Bock observe également que la dette moderne se cache souvent derrière des discours rassurants. On parle de crédit intelligent, de facilité de paiement, d'investissement personnel, de normalité économique. Mais derrière ces mots se dissimule une réalité simple. Dépendre de ce que l'on n'a pas encore gagné réduit la marge de manœuvre personnelle. La dette limite la capacité de dire non, d'attendre, de changer de direction. Elle rend plus docile, plus prudent par contrainte, moins audacieux par nécessité. Un homme endetté ne choisit plus toujours ce qui est juste ou aligné, il choisit ce qui est possible sous pression. Edward Bock ne nie pas que certaines dettes puissent être stratégiques ou transitoires. Il ne prône pas une vision naïve ou absolutiste. Ce qu'il critique, c'est la normalisation culturelle de la dette comme mode de vie. Lorsque toute une société accepte de vivre à crédit, elle accepte aussi de vivre sous une forme de dépendance collective. Les peuples lourdement endettés deviennent vulnérables aux crises, aux manipulations économiques, aux décisions prises loin d'eux. À l'échelle individuelle comme collective, la dette fragilise la liberté. Elle transforme l'avenir en terrain miné où chaque pas doit être calculé. Bock souligne une vérité rarement exprimée. La dette change la relation que l'homme entretient avec son propre travail. Lorsque l'on travaille pour construire, l'effort a un sens créateur. Lorsque l'on travaille pour rembourser, l'effort devient réparateur, parfois même pénitent. Le travail cesse d'être un moyen d'élévation pour devenir un mécanisme de compensation. Cette transformation altère la dignité intérieure. L'homme ne se sent plus bâtisseur, il se sent débiteur. Et ce glissement psychologique, bien plus que le chiffre de la dette, est ce qui appauvrit réellement. La dette agit aussi sur la capacité à transmettre. Un individu lourdement endetté transmet souvent à ses enfants non seulement des obligations financières, mais une vision anxieuse du monde. Il enseigne, parfois sans le vouloir, que la vie se vit sous contrainte, que l'avenir est un fardeau plutôt qu'une promesse. Edward Bock insiste sur la responsabilité morale de ne pas léguer des chaînes invisibles aux générations suivantes. La véritable richesse, selon lui, n'est pas l'accumulation, mais la transmission d'une intelligence financière fondée sur la prudence, la patience et le respect du temps. Il existe enfin une dimension intérieure plus profonde encore. La dette habitue l'esprit à différer la responsabilité. On apprend à vivre aujourd'hui en reportant le coût à demain. Cette logique, lorsqu'elle s'installe durablement, déborde le champ financier. Elle affecte les décisions morales, les engagements personnels, les choix de vie. L'homme s'habitue à promettre sans assumer immédiatement, à jouir sans mesurer pleinement les conséquences. Bock voit là un danger silencieux. Une société de dette est aussi une société de promesses fragiles. La liberté financière, dans la pensée de Bock, ne consiste pas à ne jamais utiliser de mécanismes financiers, mais à rester maître de son futur. La dette n'est acceptable que lorsqu'elle ne vole pas la paix intérieure, qu'elle ne compromet pas la dignité, qu'elle ne transforme pas l'avenir en source permanente d'angoisse. Dès qu'elle devient une habitude plutôt qu'un outil exceptionnel, elle cesse d'être un moyen et devient une dépendance. Ainsi, cette leçon n'appelle pas à la culpabilité, mais à la lucidité. Edward Bock invite chacun à se poser une question simple et radicale. Cette dette m'ouvre-t-elle un avenir plus libre ou m'attache-t-elle davantage à demain? Car au fond, celui qui doit vivre sous la pression du futur et celui qui vit sous pression ne peut jamais être pleinement souverain de sa vie.
Leçon 5. Simplicité volontaire et liberté financière. Dans Finances personnelles, Edward Bock nous invite à un chemin souvent négligé par ceux qui recherchent la prospérité. La simplicité volontaire. Simplicité volontaire et liberté financière explore l'idée que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en argent accumulé, mais en espace mental, en tranquillité intérieure et en clarté de vie. Bock insiste sur une distinction fondamentale. La simplicité choisie n'a rien à voir avec la pauvreté subie. Elle n'est pas un manque, mais une décision consciente. La pauvreté, au contraire, naît de circonstances extérieures ou de mauvaises décisions, elle impose des limites. La simplicité volontaire, elle, est libératrice. Edward Bock observe que l'homme moderne est souvent esclave de ses désirs. Les besoins artificiels, construits par la société, par la publicité, par la comparaison constante avec autrui, créent une course sans fin vers des possessions et des statuts qui ne nourrissent pas l'âme. Ceux qui cherchent à accumuler sans réflexion deviennent prisonniers de leurs possessions, dépendant de revenus toujours plus élevés pour maintenir un style de vie imposé. La simplicité volontaire rompt cette chaîne. Elle diminue la dépendance aux biens matériels, libérant ainsi l'esprit pour penser, créer, agir selon ses véritables priorités. Bock démontre que réduire volontairement ses besoins n'affaiblit pas la vie, au contraire, cela la rend plus riche. Moins de besoins signifie moins de stress, moins de dettes, moins de dépendance. Chaque dépense devient intentionnelle, chaque possession choisie. La liberté financière n'est pas uniquement la quantité d'argent possédé, mais la marge de décision qu'elle permet. Un homme avec peu de besoins mais des ressources suffisantes est souvent plus libre qu'un homme riche accablé par des obligations et des désirs incontrôlés. La simplicité volontaire permet également de clarifier les priorités. Quand l'on diminue le superflu, l'essentiel devient visible. L'énergie, le temps, l'attention ne sont plus dispersés par la poursuite incessante d'objets ou de statuts, mais concentrés sur ce qui a un véritable sens, la famille, le développement personnel, la contribution à la société, la création. Bock souligne que cette discipline volontaire ne se ressent pas comme une privation, mais comme un soulagement. La vie, débarrassée de l'inutile, devient plus fluide et plus satisfaisante. Ce choix de simplicité est une manifestation directe de liberté. Dans une société qui glorifie la consommation, renoncer à certaines dépenses ou à certaines possessions est un acte de souveraineté personnelle. Bock explique que chaque objet, chaque habitude de consommation, chaque engagement matériel enferme partiellement l'homme dans une obligation de continuer à soutenir ce choix. Libérer l'esprit du superflu revient à récupérer une autonomie concrète, un contrôle sur sa vie et ses ressources. La simplicité volontaire est également un antidote puissant à l'avidité et à l'angoisse financière. Celui qui sait vivre avec moins se retrouve moins vulnérable aux aléas économiques. Il peut traverser une crise avec plus de sérénité, car il n'est pas attaché à un niveau de consommation spécifique. Bock insiste sur ce point, la richesse véritable n'est pas une accumulation infinie, mais la capacité de maintenir sa vie avec sérénité et indépendance. La simplicité volontaire est donc un pilier de la résilience financière et personnelle. Bock montre que la maîtrise du superflu crée un cercle vertueux. Moins on est attaché aux biens, plus on peut investir dans ce qui compte réellement, que ce soit en argent, en temps ou en énergie. Cette approche transforme la vie quotidienne. Chaque décision financière devient une affirmation de valeur plutôt qu'une réaction impulsive. Les dépenses superflues sont remplacées par des choix qui nourrissent le long terme, et chaque acte
devient une expression de liberté et de conscience. La simplicité volontaire n'est pas une doctrine austère, mais une stratégie de puissance intérieure. Bock souligne que beaucoup confondent confort et liberté, consommation et bonheur. Or, la liberté ne naît pas de la quantité de biens possédés, mais de la maîtrise que l'on a sur ses désirs et ses besoins. La simplicité choisie réduit les distractions, diminue le stress et ouvre l'espace pour développer des compétences, créer, réfléchir et contribuer. La vie gagne en qualité et en profondeur, car chaque geste est choisi et intentionnel. Dans cette leçon, Bock nous rappelle également que la simplicité volontaire renforce le caractère. Elle enseigne la patience, le discernement et la discipline. Savoir attendre, décider ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, résister aux pressions extérieures, tout cela forge une force intérieure qui dépasse la sphère financière. La liberté acquise par la simplicité s'étend à toutes les dimensions de la vie. Enfin, Edward Bock conclut cette leçon par une vision philosophique. La richesse commence souvent par la réduction du superflu. L'élimination de l'inutile ne diminue pas la vie, elle l'amplifie. Elle offre l'espace nécessaire pour se concentrer sur l'essentiel, pour penser par soi-même, pour agir avec intention et pour vivre en accord avec ses valeurs. La simplicité volontaire est donc non seulement un outil financier, mais une voie d'épanouissement humain. Cette leçon démontre que choisir de vivre avec moins est un acte de puissance et de maturité. Edward Bock nous invite à considérer chaque possession, chaque dépense et chaque choix comme un moyen de construire non seulement la stabilité financière, mais aussi la liberté et la dignité intérieure. La véritable richesse commence dans le discernement de l'essentiel, et c'est cette sagesse que la simplicité volontaire nous offre. Leçon 6. Le travail comme fondation, pas comme punition. Dans Finances personnelles, Edward Bock nous rappelle à travers le travail comme fondation, pas comme punition, que la richesse durable et la liberté financière ne naissent pas de l'improvisation, ni du hasard, ni de la recherche effrénée de gains rapides. Bock insiste sur une vérité intemporelle. Le travail honnête, constant et réfléchi est le socle invisible mais solide sur lequel toute prospérité réelle se construit. Trop souvent, l'homme moderne considère le travail comme une contrainte ou une punition, un passage obligé pour survivre. Mais Edward Bock renverse cette perspective. Le travail n'est pas un fardeau, c'est une fondation, un acte de création personnelle qui nourrit la stabilité intérieure et extérieure. Le travail, selon Bock, est le miroir de notre caractère et de notre discipline. La manière dont on s'y engage révèle la rigueur, la patience et la persévérance d'un individu. Ceux qui cherchent des raccourcis financiers, des profits immédiats ou des solutions faciles se confrontent presque toujours à l'instabilité, à la frustration et à l'échec. La précipitation, l'avidité et le désir de résultats instantanés détruisent la possibilité de construire une assise durable. Le travail honnête, lent mais constant, est l'antidote à ces illusions. Bock met en avant que chaque effort consciencieux est un investissement invisible qui, cumulé dans le temps, produit une sécurité et une liberté que l'argent obtenu par chance ou par spéculation ne peut jamais offrir. L'une des idées centrales de cette leçon est que la précipitation dans la recherche de l'argent est une des principales causes de pertes et de désordre financier. L'homme pressé fait des choix impulsifs, contracte des dettes qu'il ne peut honorer et se laisse entraîner par les promesses faciles d'enrichissement rapide. Bock souligne que l'argent qui élève et stabilise vient rarement de la précipitation. Au contraire, il est le fruit d'un travail réfléchi, patient et cohérent.
Chaque action quotidienne, chaque heure investie, chaque effort honnête constitue une pierre à l'édifice d'une vie stable et digne. Edward Bock explique également que le travail, quand il est compris comme fondation, transforme la perception de la richesse. Il n'est plus un simple moyen de gagner de l'argent, mais un vecteur de maîtrise de soi et de responsabilité personnelle. La discipline acquise dans l'accomplissement consciencieux de ses tâches quotidiennes se répercute dans tous les domaines de la vie. La gestion financière, les relations, les projets à long terme. L'homme qui travaille avec constance développe une confiance en ses capacités et en sa résilience. La stabilité financière devient une conséquence naturelle d'un engagement soutenu et réfléchi envers ses responsabilités. Dans cette perspective, Bock dénonce également les illusions véhiculées par la société moderne. Richesse rapide, gains instantanés, loterie et opportunités trop belles pour être vraies. Ces mirages séduisent et détournent l'individu de la voie de la construction patiente et durable. Le vrai travail exige de la patience, de la réflexion et de la constance. Il transforme non seulement la situation financière, mais aussi le caractère et la vision de l'avenir. L'homme apprend à anticiper, à planifier et à mesurer ses efforts. La prospérité devient le reflet de la discipline et de l'intégrité, plutôt que le fruit du hasard. Le travail comme fondation, selon Bock, comporte également une dimension psychologique et morale. S'engager dans une activité utile, honnête et productive nourrit l'estime de soi, l'indépendance et la sérénité intérieure. Il crée un rythme de vie structuré et prévisible, réduisant le stress et l'anxiété liés à l'incertitude financière. Chaque tâche accomplie consciencieusement renforce la confiance et prépare le terrain pour des opportunités plus larges et plus stables. Le travail n'est donc pas seulement un outil économique, mais un instrument de maturation personnelle et de liberté intérieure. Bock insiste sur le fait que cette vision exige de résister aux séductions de la gratification instantanée. Les individus doivent comprendre que l'aisance durable est le résultat d'efforts réguliers et réfléchis, non d'actions impulsives. Cette discipline du travail se traduit par une épargne régulière, des décisions financières mesurées et une planification cohérente. Chaque action quotidienne devient ainsi une contribution à une sécurité et une indépendance à long terme. L'argent devient le reflet d'un effort maîtrisé, d'une intelligence appliquée et d'une constance éprouvée. Le travail comme fondation, pas comme punition, révèle que la clé de la liberté financière et de l'épanouissement ne réside pas dans la chance ou les profits rapides, mais dans l'engagement sincère et persistant envers le travail honnête. Edward Bock nous montre que l'homme qui comprend cette loi construit non seulement sa richesse matérielle, mais aussi sa dignité, sa maîtrise de soi et sa stabilité intérieure. La prospérité devient ainsi la conséquence naturelle de la patience, de la discipline et de l'effort réfléchi. L'argent, lorsqu'il est associé à une fondation solide de travail et de constance, élève l'homme au lieu de le piéger et transforme le quotidien en chemin de sagesse et de liberté. Leçon 7. Transmettre une intelligence financière. Dans Finances personnelles, Edward Bock consacre la leçon 7 à une dimension souvent négligée, mais fondamentale de la prospérité. La transmission du savoir financier, non seulement aux enfants, mais à toute la communauté. Bock insiste sur le fait qu'un peuple ignorant en matière d'argent reproduit inévitablement les erreurs de génération en génération. Cette ignorance n'est pas seulement un manque de connaissances techniques. Elle est un fléau moral et pratique qui limite la liberté, la sécurité et la dignité d'une vie entière. Comprendre l'importance de transmettre l'intelligence financière est donc un acte de responsabilité et de vision à long terme, qui dépasse la sphère individuelle pour toucher la société dans son ensemble.
Edward Bock commence par rappeler que l'éducation financière n'a jamais été simplement une question de calcul ou de règles d'économie. Elle implique un enseignement sur les valeurs, le rapport à l'effort, la patience, la discipline et la réflexion sur les choix de vie. Chaque décision financière traduit un jugement de caractère et un niveau de conscience personnel. Les enfants et les jeunes qui observent leurs aînés gérant l'argent de manière désordonnée ou inconsidérée assimilent inconsciemment ces comportements. L'absence d'éducation à la responsabilité financière produit un cercle vicieux. Dépenses irréfléchies, dettes, frustration et dépendance économique. Bock souligne avec force que l'ignorance financière est une chaîne invisible qui emprisonne l'esprit et la vie. La transmission de cette intelligence, selon Bock, commence par l'exemplarité. Les parents, les éducateurs et les figures d'autorité doivent d'abord incarner la discipline, la constance et la réflexion dans leur gestion financière. Les enfants observent non seulement ce qui est dit, mais surtout ce qui est fait. Les habitudes, bonnes ou mauvaises, s'inscrivent dans la mémoire quotidienne et façonnent le comportement futur. Ainsi, enseigner à un enfant à épargner, à différer ses désirs, à prioriser ses besoins et à évaluer les conséquences de ses choix est un cadeau inestimable qui dépasse la valeur de l'argent lui-même. Bock insiste sur l'importance de parler ouvertement de l'argent, de ses choix, de ses erreurs et de ses réussites, pour que le jeune acquiert une conscience vivante et pratique de la gestion financière. Cette leçon met également en lumière la responsabilité sociale de l'intelligence financière. Un individu averti, capable de gérer ses ressources, contribue à la stabilité de sa communauté. Bock explique que l'argent, lorsqu'il est compris et utilisé avec discernement, devient un instrument de coopération, de solidarité et de développement collectif. Ignorer cette dimension sociale conduit à la reproduction des désordres économiques et à l'augmentation des dépendances institutionnelles et sociales. L'éducation financière devient ainsi un héritage moral, un devoir de transmettre non seulement des connaissances techniques, mais aussi un état d'esprit responsable et réfléchi face à l'argent. Bock souligne que cette transmission n'est pas une option, mais une nécessité pour la survie et la prospérité des générations futures. Les sociétés qui négligent d'éduquer leurs enfants aux réalités économiques sont condamnées à répéter les mêmes erreurs, à créer des cycles de pauvreté et d'angoisse et à limiter l'autonomie individuelle. L'éducation financière permet au contraire de briser ce cycle en donnant aux jeunes les outils pour anticiper, planifier et choisir consciemment leur vie, sans être à la merci des imprévus ou des influences extérieures. Chaque leçon, chaque habitude et chaque exemple transmis devient une pierre dans l'édifice de la stabilité future. Edward Bock insiste sur le fait que l'intelligence financière ne se limite pas aux chiffres, aux comptes ou au budget. Elle inclut la compréhension des causes et conséquences de chaque décision, la maîtrise de soi dans les dépenses, la patience dans la construction de l'épargne et la capacité à équilibrer le présent avec le futur. Transmettre ces principes, c'est enseigner la liberté, l'indépendance et la dignité. L'enfant qui reçoit cette éducation apprend à évaluer ses choix, à anticiper les difficultés et à comprendre la valeur réelle des ressources. C'est une compétence vitale, aussi fondamentale que lire, écrire ou penser de manière critique. Enfin, Bock rappelle que chaque génération a la possibilité de corriger les erreurs du passé et de poser des bases solides pour l'avenir. Transmettre une intelligence financière est un acte de prévoyance, de sagesse et d'amour pour la génération suivante. Il ne s'agit pas d'enseigner un dogme, mais de cultiver la capacité de jugement, la réflexion et la responsabilité. Transmettre une intelligence financière
nous invite ainsi à considérer l'argent comme un vecteur de liberté et de développement humain, et non comme un simple instrument matériel. Un peuple sans éducation financière reste dépendant, tandis que celui qui apprend à gérer ses ressources construit sa sécurité, sa confiance et sa liberté durable. Dans Finances personnelles, Edward Bock clôt son enseignement par une vérité fondamentale. L'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. Il est un outil neutre dont la valeur réelle se mesure à l'usage que l'homme en fait et à la conscience avec laquelle il le gère. Ce n'est pas la quantité de richesse qui définit la dignité d'un individu, mais la maîtrise qu'il exerce sur ses finances et par extension sur sa vie. Bock insiste sur le fait que reprendre le contrôle de ses ressources est un acte profondément libérateur, une manière de restaurer son autorité intérieure et de se reconnecter avec ses responsabilités personnelles. L'argent devient alors bien plus qu'un simple moyen de subsistance. Il se transforme en symbole de liberté, de discipline et de respect de soi. Pour Bock, les problèmes financiers ne sont presque jamais purement monétaires. Ils reflètent des attitudes, des habitudes et des choix personnels. La négligence, l'impulsivité et l'ignorance se traduisent souvent par des conséquences visibles dans le monde extérieur, mais leur racine est toujours intérieure. Ainsi, comprendre et gérer son argent revient à se comprendre soi-même. Chaque dépense, chaque épargne, chaque investissement ou sacrifice devient un miroir de l'homme que l'on est réellement, de ses priorités, de ses valeurs et de sa capacité à anticiper l'avenir. L'éducation financière, l'attention portée à ses choix et la discipline appliquée sont autant d'expressions de la maturité personnelle. Edward Bock rappelle que l'argent bien géré protège, libère et élève. Un individu qui comprend sa valeur, qui respecte ses ressources et qui prend des décisions conscientes construit un cadre de sécurité et de liberté durable. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir de la vie ou de se priver inutilement, mais de développer une relation consciente et équilibrée avec l'argent. La richesse devient alors un instrument d'autonomie, permettant de réaliser ses projets, de soutenir sa famille et de contribuer à la société. Chaque action financière devient un choix éthique et réfléchi, un moyen d'exprimer sa dignité et sa responsabilité envers soi-même et les autres. Bock souligne également l'importance de la constance et de la patience. La richesse durable ne naît pas de la chance ou de la précipitation, mais d'habitudes réfléchies et répétées. L'épargne, la prudence dans les dépenses et l'investissement dans l'avenir sont des gestes qui peuvent paraître anodins au quotidien, mais qui construisent progressivement un socle solide de sécurité et de liberté. En cultivant ces habitudes, l'homme apprend à se maîtriser, à anticiper, à planifier et à agir avec discernement. Cette maîtrise transforme l'argent en outil de liberté plutôt qu'en source de stress, de dépendance ou de conflit. Enfin, Bock rappelle que l'argent est un miroir de l'âme. La façon dont il est gagné, dépensé et conservé reflète le niveau de respect que l'on se porte à soi-même et aux autres. Un homme qui prend le temps d'apprendre, de comprendre et de gérer consciencieusement ses finances acquiert une confiance et une sérénité qui dépassent les simples chiffres. La liberté financière devient ainsi une expression tangible de la liberté intérieure. Reprendre le contrôle de ses finances, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est s'armer d'un outil puissant qui permet de vivre selon ses valeurs, avec dignité et responsabilité. Quand un homme apprend à gérer l'argent, il apprend surtout à se respecter. Ce respect de soi, cette maîtrise personnelle et cette discipline sont les véritables trésors que l'argent peut révéler et amplifier. Il ne s'agit plus simplement d'accumuler des biens ou des richesses, mais de forger une vie alignée,
équilibrée et consciente, où chaque décision financière devient un acte de sagesse et de dignité humaine.